Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, on a l'impression que la chaleur a retenu les gens chez eux. Nous sommes un petit peu moins nombreux ce soir. Le thème de ce soir, c'est « Éduquer à la démocratie, est-ce possible ?» Pour nous en parler, nous recevons Christian Verrier, enseignant, chercheur, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8. Christian Verrier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à l'Université populaire des Ardennes. Donc voilà, je laisse la parole à Philippe qui va vous expliquer comme d'habitude le déroulement de la soirée. Merci beaucoup. Donc le fait qu'on soit un groupe pas si nombreux va permettre des échanges plus approfondis. Donc c'est un avantage dont on peut profiter ce soir. Donc moi simplement pourquoi alors le titre Éduquer à la démocratie pose question par rapport à la conférence et au contenu, car il s'agit bien sûr, comme Alain l'a précisé, de parler de l'éducation populaire. Éduquer à la démocratie, ça peut vouloir dire, quand on pose la question est-ce que c'est possible, ça peut vouloir dire éduquer à la mode démocratique. Alors c'est pas forcément des choses qui sont aujourd'hui dans l'opinion publique plutôt bienvenues, puisque vous savez qu'il y a une réforme de la réforme qui est en cours au niveau de l'éducation nationale. C'est-à-dire que tout le constat sur le fait que l'école a peut-être un autre rôle à jouer et d'être justement plus démocratique a été combattu par tous les moyens et des remises en cause des acquis qui n'apparaissaient pas comme tels visiblement vis-à-vis d'une grande partie de l'opinion publique va avoir lieu inévitablement. C'est-à-dire, je pense aux enseignements transversaux au collège dans le cadre des enseignements pluridisciplinaires, le fait de rétablir des options qui trient les élèves, qui renforcent des logiques d'entre-soi et d'exclusion sociale, et puis ne pas s'adapter au public, c'est-à-dire de considérer que l'élève doit être nécessairement, quand il arrive à l'école, formaté et déjà en fait comme il doit sortir, quoi. Donc alors après on se demande à quoi ça sert à l'école. Mais bon, donc voilà, c'est-à-dire que l'idée de l'éducation et de la démocratie, on a l'impression que dans la société c'est de plus en plus antinomique, quoi. C'est-à-dire non, il faut renforcer des logiques d'élitisme, parce qu'il faut trier le bon grain de livret, il faut pas mélanger parce que le mélange ne serait pas bon. Enfin voilà, c'est un peu dans une ambiance comme ça qu'on est. Et puis il y a l'aspect éduquer à la démocratie au sens éduquer des citoyens autonomes, émancipés, qui sont capables de se faire une opinion par eux-mêmes sur la réalité qu'ils vivent, sur leur environnement, sur l'appréhension du monde contemporain. Bon, c'est ces choses-là. Et donc Christian Verrier, il a mené des expériences déjà personnelles, parce que comme c'est indiqué sur le petit flyer, avant d'être enseignant, il était cheminot. Et donc il peut peut-être nous évoquer ce parcours qui est déjà peut-être pas forcément courant, mais en même temps remarquable et intéressant. Comment on peut finalement passer du statut de cheminot, qui est quand même un statut envié apparemment, et remise en cause aussi d'ailleurs, au moins pour la retraite, à un autre statut mais également envié, mais dans un tout autre domaine, dans un tout autre rôle social d'enseignant à l'université, et faire de la recherche, etc. Et puis à partir de ça, en fait
Christian, il n'a pas oublié d'où il venait, parce qu'il a tenu à l'université de mener des expériences, on dirait, inclusives, de permettre effectivement d'ouvrir l'université sur de la pédagogie, sur l'éducation populaire, sur des choses comme ça. Et ça, c'est aujourd'hui, bon, vous savez quand même que, on en parle quasiment tous les jours, les jeunes qui rentrent à l'université, alors voilà encore un candidat, on salue. Là, toutes les circonscriptions sont représentées. Ah non, il en manque une. Il manque une circonscription. Donc, oui, je voulais répondre mon fils. C'est-à-dire qu'à l'université, aujourd'hui, quand même, c'est un jeune qui vient d'avoir son bac qui rentre à l'université, 50% de ceux-là sortent sans rien, sans licence. Ils vont même pas, certains vont même pas jusqu'à la deuxième année, encore moins à la troisième année, évidemment. Donc, en fait, l'exclusion, elle continue. Le décrochage, il est différé. Donc, c'est vraiment un sujet, celui d'aujourd'hui, me semble-t-il, en tout cas, d'actualité. Parce que ça pose des questions aussi sur la société où on vit, parce qu'il y a d'autres modèles en Europe ou même sur d'autres continents qui n'ont pas ces résultats quand même plutôt, moi je dirais, inquiétants et très négatifs, quoi. Parce que ça veut dire société très clivée, pas de cohésion. Quelle est la place des jeunes qu'on souhaite pour aujourd'hui, mais aussi ça veut dire quel avenir aussi on souhaite pour après nous. Donc on avait fait venir Michel Fize, je ne sais pas si tu connais, qui avait parlé justement donc là il y a à peu près 2 ans, hein, pour ceux qui... Et vous pouvez voir les conférences sur le site, hein, parce qu'elles sont toutes en audio, en tout cas, au moins. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui ne sont pas encore, mais qui vont l'être. Et puis, presque, elles vont être toutes aussi pratiquement, grâce à notre ami stagiaire Pierre Edgar qui est dans la salle, elles vont être en vidéo. Ouais. Donc voilà, si vous n'avez pas pu venir, ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, hein, on peut leur faire coucou, vous pouvez, vous pourrez nous voir. Voilà. Alors, on va donner la parole à Christian. Je voulais introduire un peu comme ça pour dire l'intérêt qu'on porte à ça. Il y a 1 an, quasiment jour pour jour, on a fait venir Alain Leduc. Donc voilà, donc le mois de juin, c'est un peu le mois où on fait quelque chose sur l'éducation populaire. Le mois d'octobre, c'est plutôt la psy. Voilà, on a tout. Voilà, il y a un mois pour tout. C'est à l'issue de nous-mêmes. La philo, plus ou moins, parce que du coup, on se dit, tiens, ce mois-ci, il faut qu'on parle quand même de ça, quoi. Et puis qu'on échange, et puis qu'on participe à une construction sur tel ou tel sujet. Simplement, comme on n'est pas très nombreux, je pense qu'on pourra aisément prendre la parole comme on le souhaite. L'intervention, il faut qu'elle ne dure pas trop, hein, sinon on ne fait pas comme Michel Onfray, hein, pour critiquer un petit peu la concurrence. Voilà, donc nous, c'est quand même un temps très important à l'échange. Donc l'intervention, on va dire liminaire, mais de 45 minutes environ. Oui. Vous pensez que c'était 30 minutes, hein. Et après, l'échange des gens entre vous, entre nous, avec l'intervenant, voilà. Donc on n'est pas dans une logique descendante, hein, du savoir, avec un intervenant qui s'impose. Voilà, pour ça, Christian, il sait y faire parce que c'est sa spécialité, si je peux me permettre. Donc voilà, je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Bon, ben alors donc 45 minutes, je suis pas sûr de faire les 45 minutes. Si vous avez envie d'intervenir lorsque je développe quelque chose, si vous avez envie de me contredire, de citer d'autres exemples, de prendre le contre-pied, surtout allez-y, hein, c'est comme ça qu'on avance, n'hésitez pas. Comme tu l'as dit, on n'est pas très très nombreux, la parole circulera bien. Et malgré vos interventions, comme j'ai 3/4 d'heure, j'essaierai quand même de tenir un fil rouge, je ne sais pas comment
comment dire. Alors j'avais préparé des choses, mais c'est comme d'habitude, je m'en sers pas en fait. C'est plus fort que moi, on est emporté par le discours, quoi, et l'échange quand il y en a. Alors, peut-être m'en présenter quand même rapidement, parce que c'est quand même important de savoir à chaque fois d'où parle la personne qui tient le micro, quoi. D'où viens-tu, camarade? D'où parle? Tiens, c'était dedans. Ouais. Alors bon, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, là, en fait, moi, je ne suis pas un universitaire pur jus. Moi, je ne suis pas tombé dans le bain quand j'étais petit. Moi, j'étais cheminot, j'étais conducteur de train la plus longue partie de ma carrière de salarié, on va dire. Hein. Et aujourd'hui encore, je veux dire, quand je rêve, c'est systématiquement de train. C'est incroyable, je rêve que je conduis tout le temps. Mais je ne rêve jamais que je suis universitaire. Jamais. Je sais pas. Il faudrait voir un psychanalyste, je pense. Justement, c'est un peu mon domaine, donc... Systématiquement, donc c'est ça. Alors, j'imagine ce que pourrait en dire un psychanalyste, mais en tout cas, il faudrait dire que ça a une certaine importance pour moi. Pour moi, j'imagine. Donc, je suis un universitaire qui est arrivé dans la carrière universitaire. Petite question comme ça, c'est des beaux rêves ou des cauchemars? Il y a les deux. Il y a les deux. Ça commence là. La question, c'est très psychanalysante. Oui, non, ne prononcez pas ce mot-là. Je suis anti-psychanalyste. Le rêve récurrent, mais que je ne fais plus, je reviens tout de suite à mon sujet après, un rêve récurrent de tous les conducteurs de train, au moins ceux de ma génération, aujourd'hui je ne sais plus, mais c'est que l'arrivement de freiner, vous freinez, ça ne freine pas. Et ça se transforme en cauchemar, bien évidemment. Mais c'est pas ce type de rêve que je fais. Quand j'étais vraiment sur les machines, je faisais ce rêve-là, mais plus. C'est aussi autre chose, c'est très varié. Je ne vais pas ouvrir mes rêves ferroviaires ce soir, c'est pas tellement l'objet. Donc je suis un universitaire qui est arrivé dans la carrière universitaire comme maître de conférence assez tard, vers 45, 46 ans. Et j'ai exercé jusqu'à l'âge de la retraite. Et voilà, aujourd'hui je suis en retraite. Alors, comment j'en suis arrivé dans cette profession ou ce métier, je ne sais pas bien, comment faut dire pour universitaire, à m'intéresser à l'éducation populaire. Ça a commencé par un mémoire de maîtrise. À l'époque, il existait encore des maîtrises, des DEA, etc. Maintenant, c'est des Master 1, des Master 2. J'ai commencé, bizarrement, ça nous ramène directement ici ce soir, par un mémoire, une recherche sur les universités populaires, précisément. Et encore plus précisément, c'était une université populaire de la petite couronne parisienne à Rosny-sous-Bois. Une très vieille université populaire qui existait au moins depuis les années 50 et qui existe toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et ça a été ma première recherche. Et dans cette recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui se revendiquaient de l'autodidaxie lorsque je m'entretenais avec eux pour faire ma recherche, les participants à l'UP. Et peu à peu, ça m'a intrigué qu'autant de personnes se réclament de l'autodidaxie. Et du coup, j'ai fait une thèse sur les autodidactes. Enfin, j'ai fait une thèse sur les autodidactes et l'autodidaxie. Et c'est sur cette thèse-là que j'ai pu finalement décrocher un poste de maître de conf. Enfin, il y a des péripéties que je ne rapporte pas. Mais durant toutes mes recherches, à ce moment-là, y compris les articles que je faisais, les interventions que je pouvais être amené à faire, dans tous ces moments-là, les universités populaires étaient présentes, bien entendu, mais par voie de conséquence aussi l'éducation populaire. Constamment, c'était là. Constamment, c'était là, avec des questionnements sous-jacents. Ça n'arrivait jamais véritablement comme un questionnement frontal, mais c'était là, quoi. On le sentait, c'est-à-dire les finalités politiques de la chose et démocratiques également. Du coup, ça nous rapproche de la thématique de ce soir. Inévitablement, vous savez, dès que vous lisez des articles ou des bouquins sur l'éducation populaire, la question de la citoyenneté revient, la question de l'émancipation revient, la question de la participation, etc., etc. Donc, ce qui nous ramène vraiment très, 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 très vite à l'idée de la démocratie et à certaines conceptions
de la démocratie. Alors, dans le même temps, j'avais fait connaissance avec un auteur que je ne connaissais pas du tout avant, qui est Cornelius Castoriadis. Alors, c'est peut-être un auteur un peu oublié aujourd'hui, enfin, quoique il y a une biographie qui vient de paraître de lui, sur lui l'année dernière, hein, je crois. Donc peut-être va-t-il remonter un peu dans l'audimat de la lecture. Mais en tout cas, c'est un auteur que je trouve vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Il est décédé. Oui, il est décédé. Hein, il est décédé. Alors, il est intéressant cet auteur, moi je trouve, parce que je viens des sciences de l'éducation. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que je viens des sciences de l'éducation. Parce que les sciences de l'éducation, ce sont des disciplines. C'est une discipline jeune déjà. Hein, elle est née juste dans les années post-68. Et c'est un faisceau de disciplines, en fait, les sciences de l'éducation. Hein. C'est une discipline plurielle. On trouve de l'économie, on trouve de la psychologie, on trouve de la sociologie, on trouve de l'anthropologie, on trouve de l'histoire, etc., de l'éducation. Donc c'est vraiment une discipline plurielle pour lesquelles... et quand on doit étudier un objet relatif à l'éducation étant partout, hein, elle est là ce soir, elle est là quand on était enfant, quand on est parent, elle est là tout au long de la vie, je dirais jusqu'à notre dernier souffle, il y a de l'éducation. Même la façon dont nous rendons notre dernier souffle, ce qu'on ignore tous par avance, eh bien c'est déjà de l'éducation, c'est encore de l'éducation. Déjà de l'éducation pour ceux qui assistent à notre départ, mais aussi pour nous-mêmes en dernière instance, quoi. Donc elle est partout, elle est omniprésente. Pour l'étudier, il faut un faisceau de disciplines, le pluriel, et la multiréférentialité, là, est vraiment extrêmement importante. On parle beaucoup de pluridisciplinarité, de multidisciplinarité. J'ajoute un terme qui est très fréquent à Paris 8, c'est celui de multiréférentialité, qui vient d'un auteur que j'apprécie bien, qui fut un collègue d'ailleurs, qui s'appelait Jacques Ardoineau. Et la multiréférentialité, c'est ajouter, en plus de toutes les disciplines que j'ai mentionnées, j'ai dû en oublier une ou deux, bien, toutes les références qui peuvent nous servir pour éclairer l'acte d'éducation. Vous voyez, toutes les références, alors ça veut dire quoi? C'est la poésie, c'est les arts au sens le plus large possible, c'est les rêves, pourquoi pas, c'est l'imagination, c'est tout ce que l'on veut. Donc la multiréférentialité est vraiment, vraiment très importante. Et pour moi, ça m'a permis de me construire un tant soit peu. Je ne sais pas si la construction est géniale, mais enfin, j'ai essayé de me construire un petit peu comme ça. Et Castoriadis, je reviens à lui, Castoriadis, il n'est pas entièrement multiréférentiel, mais il a au moins dans son bagage, déjà il a le bagage d'économiste, de sciences politiques, de philosophe, c'est déjà pas mal, mais aussi le psychanalyste, puisqu'il s'est formé à la psychanalyse après. Donc, et puis aussi des études sur le marxisme, la critique du marxisme, etc. Et j'ai trouvé chez lui, au fur et à mesure que j'évoluais avec l'éducation populaire, un certain nombre de concepts qui m'apparaissent vraiment intéressants pour parler de la démocratie, non seulement à l'école, à l'université ou dans l'éduc-pop, mais en général dans la société. Et quand on se demande comment éduquer, est-il possible d'éduquer à la démocratie, moi j'ai l'impression, c'est la proposition que je fais, qu'un certain nombre de ces concepts à lui sont vraiment très très intéressants. Sont vraiment très très intéressants. Alors je peux en nommer quelques-uns très très rapidement. C'est l'autonomie, déjà. Pour lui, l'idéal démocratique et l'idéal d'une société bonne, c'est une société autonome. Une société autonome, c'est l'inverse d'une société hétéronome. L'inverse d'une société hétéronome. Nous sommes tous dans des sociétés hétéronomes. Nous naissons sous le signe de l'hétéronomie. Un monde a existé avant nous, avec ses valeurs, avec ses représentations, avec tout ce qui nous préexiste, donc ses traditions. Donc nous sommes pris dans un carcan, comme ça. Bourdieu parlerait d'habitus. Et la société autonome, c'est la société qui va réussir à se créer elle-même, en dépit, malgré, voire contre, cette hétéronomie. Vous voyez, on invente quelque chose de neuf, qui n'existe pas. Et qui doit exister pour que la société devienne véritablement autonome et véritablement démocratique. Une deuxième notion que j'aime bien chez lui, le deuxième concept, c'est le concept d'auto-limitation. L'autolimitation. C'est-à-dire que lorsqu'on invente une société autonome, ou la plus autonome possible, il n'y a pas de limitation. Si on dit la police, c'est pas bien.
La police au sens quart de